Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons le marché de la construction en France. Comment se porte-t-il? Quel est son avenir? À mes côtés, David Costarigo, responsable marketing France pour le réseau de constructeurs de maisons, Maison Arlogie. David, ma première question, quand on a un projet de construction, comment choisir son terrain? Pour choisir un terrain constructible pour sa future maison, il y a certains critères qui peuvent paraître indispensables, essentiels aux familles à l'instant T où elles pensent à leur projet, mais qui sont pas forcément les vrais critères prioritaires. Je m'explique. Un vrai critère prioritaire pour moi, c'est d'abord avant tout, est-ce qu'on a des terrains sur la zone? Parce que déjà, de base, ça sert à rien de vouloir faire construire un endroit s'il n'y a pas de terrain, il y en a pas. C'est comme ça, c'est pas autrement, on va pas les inventer. Forcément derrière, c'est des biens qui sont rares, donc forcément derrière, le prix. Est-ce qu'on a vraiment conscience du prix du terrain par rapport à ce qu'on veut? Et certainement que la surface va falloir s'adapter. Aujourd'hui, un lotissement, c'est 400, 500 mètres carrés, rarement plus. Donc c'est sûr que si on rêve encore, comme dans les années 80, à avoir des maisons avec 1000 ou 2000 mètres carrés de terrain, pas possible. Ou alors vous allez chercher au fin fond de la campagne, à 1 heure de route de la grande ville. Ça, pour moi, c'est critères prioritaires. Les critères qui sont vus comme prioritaires, mais qui ne le sont pas forcément, pour les familles, ça va être la proximité avec le travail, l'école, les grands-parents, la nounou, parce qu'ils pensent à ça à l'instant T, au moment où ils font construire, mais ils oublient qu'ils vont pas forcément passer leur vie entière dans la même société, qu'à un moment donné, leur enfant, il va aller en élémentaire, il va aller au collège, au lycée, peut-être à l'université. Donc c'est pareil, ils n'auront pas besoin d'être expressément à côté de l'école maternelle ou élémentaire où est leur enfant aujourd'hui. Donc ça sert à rien de s'arc-bouter là-dessus, faut plutôt essayer de le penser pour être sur des grands axes, pour qu'à un moment donné, si on doit retrouver un travail ou que l'enfant doit aller au lycée, à la fac, ailleurs, que ça soit facilement accessible. Très clair, et donc même question côté constructeur, comment le choisir? Choisir un constructeur aujourd'hui, déjà c'est pas forcément clair dans l'esprit de tout le monde ce qu'est un constructeur, ce qu'est son métier, ce qu'il fait, les obligations qu'il a. Moi je dirais déjà la base, c'est quelque chose qui est peut-être pas suffisamment mis en avant. L'État a fait quelque chose de très bien en mettant en place les contrats de construction de maisons individuelles, ce qu'on appelle les CCMI, et ça encadre le métier de constructeur. Tous les constructeurs ne le sont pas, mais ceux qui l'ont ont du coup des obligations vis-à-vis des familles, des obligations de résultats, des obligations de prix, de délai, d'assurance. Et si on passe pas par un constructeur CCMiste, du coup, c'est à vous de vous débrouiller. S'il y a un problème sur le chantier, c'est à vous de gérer les artisans. Et je crois que personne n'a vraiment envie de s'occuper de ça, très clairement. Donc ça, c'est la première des critères. Est-ce que votre constructeur vous propose bien un CCMI? La deuxième, moi je fais attention à l'historique et à l'ancienneté. On est dans des métiers du bâtiment, ou à tort ou à raison, on peut avoir peur des fois. Est-ce que c'est quelqu'un de professionnel? Est-ce que dans 5 ans, il sera encore là? Regardez, si vous avez un constructeur qui est là depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est pas la réponse absolue, c'est pas le gage parfait, mais en tout cas, il y a plus de chances qu'il soit encore là dans 10 ans. Parce que je vous rappelle qu'un CCMIS, vous avez une garantie qui court sur 10 ans. Donc si vous prenez un constructeur, une société qui existe depuis 2 ans, vous pouvez vous poser la question de savoir est-ce que dans 10 ans, il sera encore là? Peut-être que ça sera le cas, peut-être pas. L'autre point auquel on pense pas forcément, toutes les maisons sont différentes et forcément, j'ai envie de dire, c'est comme un peintre, chacun son style et que faut regarder effectivement ce que propose un constructeur, le type de maison, le style, est-ce qu'il fait du régional, est-ce qu'il fait du moderne, des maisons cubiques, est-ce qu'il fait des maisons avec un style particulier, avec des formes particulières. C'est pas rédhibitoire, mais ça dépend surtout de ce que vous avez envie de faire. Allez pas demander une maison ultra moderne et cubique à quelqu'un qui est spécialisé dans un style régional. Et pour ça, la meilleure pour moi des manières de le vérifier, demandez à voir des maisons. Vous contentez pas de photos. Un constructeur a rien à cacher s'il est fier de son boulot, et demandez à visiter des maisons, à les voir. Comme ça vous donnera aussi l'occasion de discuter avec les propriétaires pour savoir, au-delà de comment s'est passé, s'ils sont contents de la maison, comment s'est passée toute la relation avec le constructeur. Et le dernier point, mais que je mets en dernier, c'est les avis clients. Non pas que c'est pas important, mais aujourd'hui, les avis clients, c'est difficile d'arriver à faire la part des choses et de savoir ce qui est vraiment des avis de vrais clients. Ce qu'on se rend compte souvent, faut être très clair et très honnête là-dessus, une personne mécontente aura envie de le faire savoir de tous les côtés. Il va mettre un avis, il va demander à ses amis, à sa famille de mettre ses avis. Donc un client mécontent, c'est peut-être 20-30 mauvais commentaires. Par contre, un client qui est content, c'est normal. Après tout, il a payé une maison. Le constructeur a fait son job, donc pourquoi il irait mettre 10, 20, 30 messages de tous les côtés pour dire oui, ce constructeur a bien fait le job? C'est normal. Donc c'est pour ça que c'est difficile d'arriver vraiment avec les avis à savoir qu'est-ce qui est du vrai avis ou pas. Faites-vous votre propre avis, discutez avec les gens qu'on fait construire avec ce constructeur. Voilà.
Parfait, et peut-on bénéficier du Pinel pour la construction d'une maison individuelle? Techniquement, on peut effectivement faire du Pinel sur de la maison. Ça, c'est de la théorie. De la pratique, quand on regarde en détail, le Pinel aujourd'hui est très compliqué dans la maison individuelle pour plein de raisons. Déjà, la première, on fait du Pinel dans des zones avec une forte tension immobilière. S'il y a une tension immobilière, c'est qu'il n'y a pas assez de logements. Donc s'il n'y a pas assez de logements, c'est qu'a priori, il n'y a pas de terrain, ni pour faire des maisons, ni des immeubles. Donc bien évidemment, pour trouver un terrain, ça va être compliqué. Et le jour où on a un terrain, une mairie, c'est logique, aura plutôt envie d'avoir un immeuble collectif plutôt que d'avoir une maison avec une seule famille. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point qu'on a effectivement avec le Pinel, c'est que c'est limité par tout un tas de d'obligations. Alors, on peut investir 300 000 € par an sur 2 projets maximum. Déjà, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Par contre, la difficulté, c'est qu'on est plafonné au niveau du mètre carré. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dépasser 5 500 € par mètre carré. Pour arriver à trouver un terrain et de faire construire une maison qui respecte les 5 500 €, aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est impossible, mais c'est très 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 difficile. Et que du coup, si vous dépassez ce montant-là, ça veut dire que l'aide, la remise sur les impôts est beaucoup moins intéressante puisque on va juste prendre en compte les 5 500. Et le dernier point, c'est que le Pinel a été reconduit pour quelques mois, mais avec un avantage fiscal qui a été revu à la baisse. Donc on économise, entre guillemets, moins sur ces impôts que par le passé. Suivant la durée que vous prenez du Pinel et la location que vous allez faire, vous perdez facilement 2-3% par an. Très bien, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les garanties constructeurs? Les garanties d'un constructeur qu'on va appeler qualifié de CCMiste, donc par rapport au contrat de construction de maison individuelle, tout est régi en fait par une loi qui date du 19 décembre 1990. C'est une loi qu'on appelle d'ordre public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas y déroger contractuellement. C'est un contrat. Le constructeur s'est d'engager avec les personnes qui font construire et il doit respecter ces garanties. Il n'a pas le choix. Donc ces garanties, je vais vous donner les garanties principales. Je vais les faire dans l'ordre du projet de construction. La première déjà, c'est que vous avez une garantie de livraison à prix et délai convenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre contrat, on a indiqué le prix de la maison. On va pas pouvoir vous dire au milieu de la construction, tiens, ça fait x2. Non, c'est pas possible. Et de la même manière, le délai est prévu. Alors, bien évidemment, on a prévu aussi des intempéries. Simplement, s'il fait très chaud, très froid, le constructeur va pas pouvoir dire, vous êtes gentil, je vais mettre 6 mois de plus sur la construction. Non, ça marche pas comme ça, c'est encadré et il y a des nombres de jours qui sont prévus. Donc déjà, vous avez la maison dans le délai prévu, au prix qui est prévu. La deuxième des choses, vous avez la garantie de parfait achèvement. Alors, c'est important, c'est-à-dire qu'il y a la livraison de la maison, le parfait achèvement. Vous allez avoir pendant 1 an la possibilité de faire corriger, réparer, finir des choses qui ne conviennent pas, que vous aurez signifié au moment de la remise des clés ou par une voie écrite pendant 1 an. Donc la maison va être livrée comme ça a été prévu. La troisième, c'est ce qu'on appelle la garantie biennale de bon fonctionnement. C'est-à-dire que pendant 2 ans, on va s'intéresser aux équipements de la maison. C'est-à-dire typiquement la chaudière, la VMC, tous ces équipements-là. Pendant 2 ans, ils sont garantis, s'il y a le moindre problème, le constructeur s'en occupe. Le constructeur, hein, c'est pas vous de gérer avec le plombier, le chauffagiste, le constructeur. Et la dernière très importante et peut-être la plus connue, c'est ce qu'on appelle la décennale, donc décennale 10 ans. Donc elle aussi, elle démarre à la remise des clés. Donc elle, tout simplement, elle vous couvre si la maison a un problème structurel. Pendant 10 ans, le constructeur s'occupe de faire les travaux nécessaires. Donc c'est tout ce qui va être structurel, mais tout ce qui rend impropre à son utilisation, à sa destination, la maison. Traduction, si vous pouvez pas vivre dans la maison, on doit intervenir et faire le nécessaire. Parfait, et enfin ma dernière question, votre vision du marché de la construction dans les 10 prochaines années? Alors, le marché sur 10 ans, aujourd'hui, celui qui est capable de dire déjà dans quelques semaines comment il va évoluer, il est très fort. Alors dans 10 ans, je vais faire ma Madame Soleil pour la petite référence. Je dirais qu'il y a 2 choses. D'une part, je dirais que la maison neuve est et deviendra certainement encore plus un bien d'exception, quelque chose qui va malheureusement être réservé à quelques familles qui auront la capacité de se faire prêter de l'argent ou qui auront l'argent de base et à condition qu'on ait un terrain. Donc ça va devenir rare et encore plus compliqué de faire construire une maison. Donc le rêve des jeunes familles qui commencent à avoir un métier, qui vont avoir des enfants et qui se disent bah voilà, j'ai le boulot, j'ai les enfants, bah maintenant il faut la maison. Je suis désolé pour eux, mais peut-être qu'il va falloir attendre 5, 10 ans, 20 ans avant que ça arrive. Ça risque d'être effectivement compliqué. La deuxième chose, et
Peut-être que c'est plus pour nous constructeurs. Je trouve dommage qu'avec les dernières évolutions écologiques, économiques d'énergie qui peuvent être mises en place, qui est très bien en demeurant, c'est une bonne idée, on va se retrouver malheureusement à faire des maisons qui sont des cubes. Qui vont tous se ressembler et qu'au final, ces cubes, en plus, ça sera les mêmes en Bretagne que sur la Côte d'Azur. Alors, répéter 40 milliards de fois la même maison, c'est pas passionnant pour nous, surtout que nous, on fait des maisons sur mesure, donc si au final, on se retrouve à faire toutes les mêmes, et puis je me mets à la place du client, de la famille qui a fait des économies pendant des années, qui dit, ça y est, qui a fait qui arrive avec son petit dessin pour dire, ah voilà, j'ai déjà pensé à mon plan de maison, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça, et que là, on va lui dire, non, c'est pas nous, mais non, on peut pas. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça, un cube. Voilà. Donc que ce soit pour les familles ou pour nous, j'espère que ça pourra évoluer. Et moi personnellement, je rêve pas du tout de lotissement à l'américaine avec 50 à 100 fois exactement la même maison. Merci beaucoup David d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était l'immobilier décrypté par Se Loger.